La première fois que j'ai vu ma fille rire dans ce tribunal, cela a écrasé quelque chose en moi dont j'ignorais à peine l'existence. Elle a dit « Elle ne comprendra pas », comme si les années où je me suis battue pour me protéger n'étaient que des murmures naïfs dans une tempête. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement parisien du 15e arrondissement, où l'air froid se faufile à travers les fines menuiseries des fenêtres comme des souvenirs importuns. Le radiateur grince et proteste contre le froid d'octobre, ses gémissements métalliques résonnant dans des pièces qui semblent trop calmes, trop vides. Je me traîne jusqu'à la cuisine, dans mes vieux chaussons, les mêmes que ma fille m'a offerts il y a 3 Noëls, quand elle faisait encore semblant de s'en soucier. L'odeur du café fraîchement préparé se mêle à la légère odeur de renfermer des vieux livres et des photos usées qui bordent mes étagères comme des soldats veillant sur ma solitude. Mes mains tremblent légèrement en versant le café. Pas à cause de l'âge, remarquez, à cause de l'épuisement. À force de porter le poids de la déception pendant tant d'années qu'il fait désormais partie de mon squelette. Je regarde par la fenêtre la rue animée en bas, les gens qui se pressent pour aller au travail, pour vivre, pour aller quelque part qui compte. Et je me demande quand j'ai cessé de compter pour ceux qui devraient m'aimer le plus. Cela aurait dû être différent. Notre famille était censée être un sanctuaire, une forteresse contre le monde hostile à l'extérieur de ses murs. Mais au lieu de cela, je me retrouve aux prises avec un silence plus coupant que n'importe quel cri, avec des annulations qui arrivent comme des gifles sur mes joues marquées par le temps, avec une froideur qui pourrait geler la scène en plein mois de juillet. Le mois dernier, j'ai invité ma fille Élise à voir une pièce au Théâtre du Châtelet. Nous y allions ensemble quand elle était plus jeune, quand ses yeux s'illuminaient devant les costumes, quand elle me serrait la main pendant les scènes romantiques. J'ai économisé pendant 2 mois pour m'offrir ces billets. 2 mois à moins manger, à marcher au lieu de prendre le métro, à compter chaque euro comme s'il était en or. Le message que je lui ai envoyé était prudent. Doux. Voudrais-tu aller voir notre vieille pièce préférée? Juste entre filles? J'ai attendu sa réponse pendant 3 jours. 3 jours à vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes comme une adolescente qui attend un appel de son premier amour. Sa réponse est arrivée à 23h30 un mardi soir. Je peux pas. J'ai un truc. Pas d'excuses. Pas de proposition pour une autre fois. Juste 5 mots qui ont sonné comme une porte claquée au visage. Les billets sont restés sur mon comptoir de cuisine pendant 1 semaine, se moquant de moi avec leurs lettres rouges vives, jusqu'à ce que je finisse par les jeter. 200 € à la poubelle, avec mon espoir. À l'époque, quand Élise était petite, je chérissais chaque instant. Chaque sourire était une photographie gravée dans ma mémoire. Chaque photo soigneusement pliée dans mes albums racontait une histoire d'amour autrefois partagée, authentique, chaleureux et réel. J'ai des photos de ses premiers pas, prises ici même dans cet appartement quand les murs étaient peints en jaune au lieu de ce beige fatigué. J'ai gardé ses bulletins scolaires dans un dossier cartonné, ceux où les professeurs écrivaient des choses comme « Élise est une joie à avoir en classe et sa mère devrait être fière ». Mais ces clichés ressemblent maintenant à des reliques d'un autre monde. Un monde où j'étais plus qu'un simple nom qu'ils appelaient à contre-cœur maman quand ils avaient besoin de quelque chose. Un monde où mon numéro de téléphone dans leur contact n'était pas seulement un plan d'urgence. J'ai tout donné à ma famille. Tout et plus encore. Pendant 37 ans, j'ai travaillé comme femme de ménage de nuit dans les tours de bureau de la Défense. Pendant qu'Élise et son frère Antoine dormaient dans leur lit chaud, je lavais les sols des sièges sociaux, vidais les poubelles qui contenaient les rêves et les échecs des grands patrons, et nettoyais des toilettes qui voyaient plus de larmes que mes enfants n'ont jamais su que je versais. Je commençais à 22h et finissais à 6h du matin. Je rentrais à la maison alors qu'ils se préparaient pour l'école, les mains gercées par les produits d'entretien industriel, le dos endolori à force de me pencher sur les bureaux et d'atteindre des recoins qui n'avaient pas vu la lumière depuis des mois. Mais je leur préparais le petit déjeuner. Je leur préparais des déjeuners avec ce qu'il y avait de mieux,
les bons gâteaux de marque et les briques de jus de fruits qu'ils voyaient dans les publicités. Je repassais leurs vêtements même si mes doigts peinaient à tenir le fer. « Maman, tu n'as plus besoin de faire ça », disait mon aîné quand je glissais un billet de 20 € dans la poche de sa veste pour son déjeuner. Mais je souriais simplement et continuais à le faire. Car que pouvais-je leur donner d'autre que tout ce que je pouvais grappiller de ma vie? L'argent que j'envoyais n'était jamais accompagné de remerciements. Aucune reconnaissance. Élise encaissait mes chèques sans un mot, Antoine dépensait mes cadeaux sans un appel. Quand j'osais demander s'ils avaient besoin d'autre chose, s'il y avait quelque chose de plus que je pouvais faire, leur réponse me transperçait comme le vent de janvier sur la Seine. « Pourquoi tu continues d'envoyer de l'argent ?» m'a demandé Élise un matin de Noël, son ton assez vif pour couper du verre. Ses yeux étaient froids, distants, comme si elle regardait une étrangère qui s'était attardée trop longtemps. « On n'est plus des enfants. Mais je suis ta mère. » Je voulais hurler. « Je serai toujours ta mère. » Au lieu de ça, je n'ai rien dit. Le silence est devenu ma langue de prédilection car tous les mots que je prononçais semblaient les irriter, les accabler, leur rappeler des obligations qu'ils ne voulaient manifestement pas. Leur pardon était réservé aux autres, jamais à moi. J'ai assisté à des dîners silencieux qui se dissolvaient en regards glacial et en malaise palpable. Quand j'osais demander un peu de chaleur, juste une infime partie de l'amour que j'avais déversé en eux comme de l'eau dans des vases vides, tout ce que je recevais était de la manipulation déguisée en conversation. « Tu ne comprends pas ce que nous traversons », disait-il. « Tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'être adulte. » Comme si je n'avais pas été adulte depuis mes 17 ans. Travaillant pour soutenir ma propre mère malade pendant que mes amis allaient à l'université, tombaient amoureux et découvraient qui ils voulaient être. Je me demandais, assise seule pendant ces longues nuits, si j'étais utilisée. Si j'étais devenue rien de plus qu'un filet de sécurité qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de garder, une commodité à laquelle ils pouvaient accéder lorsque leur vraie vie devenait trop difficile à gérer seule. La pensée me donnait la nausée, mais elle ne me quittait pas. Les micro-agressions venaient comme des coupures de papier. Petites, apparemment insignifiantes, mais assez constantes pour me vider de mon sang. Les anniversaires passaient sans un seul appel. Mon 70e anniversaire est arrivé et reparti avec rien de plus qu'une publication Facebook d'Élise qui disait « Joyeux anniversaire maman » avec un emoji de gâteau générique. Pas de message personnel, pas d'appel téléphonique. Aucune reconnaissance du fait que je lui avais donné naissance exactement 70 ans plus tôt, que j'avais tenu dans mes mains son premier souffle, ses premiers pas et son premier chagrin d'amour. L'hiver dernier, quand la grippe m'a frappé plus fort qu'un bus, j'ai passé 4 jours au lit, brûlante de fièvre, incapable de garder la nourriture. J'ai appelé Élise 2 fois. Les 2 appels sont allés directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Antoine 3 fois. Il a répondu par SMS « J'espère que tu iras mieux bientôt », comme si j'étais une lointaine connaissance avec un rhume, au lieu de sa mère luttant seule contre une pneumonie dans un appartement qui ressemblait à une tombe. Je ne me suis jamais sentie aussi invisible, aussi oubliée, aussi complètement effacée des vies que j'avais passé des décennies à construire. Il y a eu des moments, allongée là dans mes draps trempés de sueur, où je me suis demandé si quelqu'un remarquerait même si je cessais simplement d'exister. Un après-midi de mars, alors que la dernière neige fondait en flaques sales sur la rue de la Convention, je nettoyais un vieux placard dans ma chambre. Derrière des années de papiers accumulés et de photographies oubliées, j'ai trouvé des relevés bancaires que je n'avais pas vus depuis des mois. Mes mains tremblaient en les ouvrant, mais pas à cause de mon épuisement habituel. C'était différent. C'était de la peur. Le compte que je gérais soigneusement depuis les années 80, celui avec mes modestes économies, celui que j'avais construit euro par euro à travers des décennies d'heures supplémentaires et de repas sautés, avait été systématiquement vidé. Des retraits que je n'avais jamais autorisés, des virements que je n'avais jamais approuvés, de l'argent qui était censé être pour mon avenir, pour mes soins, pour la dignité que je pensais avoir méritée après une vie de dons. Ils me prenaient de l'argent depuis des mois, peut-être plus longtemps. Le nom d'Élise était sur le compte en tant que procuration, quelque chose que j'avais fait des années auparavant, quand elle m'avait convaincu que ce serait plus facile en cas d'urgence. Mais ce n'étaient pas des urgences. C'étaient des retraits réguliers, calculés,
et froid, de l'argent qui disparaissait pendant que je comptais mes centimes pour les courses. La trahison s'est installée dans ma poitrine comme un bloc de glace, lourd, tranchant et impossible à ignorer. La femme qui me regardait depuis ses relevés bancaires n'était pas une mère. Ce n'était pas une personne méritant le respect ou la considération. C'était une ressource à exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai serré les mains si fort que la fragile tasse de porcelaine que je tenais m'a glissé des doigts et s'est brisée contre le parquet. Le fracas a résonné dans mon appartement comme un coup de feu, net, final et d'une certaine manière, approprié. Des éclats se sont dispersés dans la pièce, certains glissant sous le radiateur, d'autres captant la lumière de l'après-midi comme des promesses rompues. Des larmes coulaient silencieusement sur mes joues alors que je m'agenouillais pour ramasser les morceaux. Ma grand-mère m'avait donné cette tasse quand j'avais 25 ans, le visage frais et plein d'espoir quant à la famille que j'allais construire. Pour tes grandes occasions, avait-elle dit, l'enveloppant dans du papier de soie comme un trésor. Près de 50 ans plus tard, je ramassais ces restes en essayant de comprendre comment j'étais devenue si sans valeur pour les enfants que j'avais chéris plus que ma propre vie. J'ai saisi une vieille photo que j'avais trouvée mélangée au relevé bancaire. Élise a 7 ans, les dents du bonheur et un grand sourire, portant la robe jaune que j'avais cousue pour sa fête d'école. Le même âge qu'elle avait quand j'ai écrit pour la première fois cette clause dans mon testament, celle qui me sauverait des décennies plus tard. Même à l'époque, une partie de moi devait savoir que l'amour et l'argent s'en mêleraient, de manière à nous détruire presque tous. La première pensée qui a percé mon chagrin était simple et terrifiante. Peut-être que je devrais enfin dire non. Mais la peur rongeait les bords de cette pensée comme un rat affamé. Dire non signifierait-il accepter une solitude complète? Les limites signifieraient-elles l'abandon? Me protéger signifierait-il perdre les derniers fils qui me reliaient aux personnes qui partageaient mon sang? Pourtant, autre chose grandissait à côté de cette peur. Quelque chose qui avait été enterré sous des années d'exploitation et de négligence, mais qui refusait de mourir complètement. Le besoin de respect, la faim de dignité, l'insistance têtue que je valais plus que cela, que je méritais mieux que d'être traité comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. J'ai plié soigneusement la photo d'Élise et l'ai rangée avec les autres, des souvenirs qui semblaient soudain moins des trésors que des preuves de ma propre destruction. Puis je suis allée devant le miroir de ma salle de bain et j'ai regardé le reflet qui me fixait. Une femme fatiguée, une femme fragile, mais aussi une femme qui était enfin prête à se battre pour elle-même au lieu de tout le monde. Confronter Élise, c'était comme entrer dans un ouragan de catégorie 5 armé de rien d'autre qu'un parapluie fait d'espoir et de désespoir. Je l'ai appelée un jeudi soir, quand je savais qu'elle serait rentrée de son travail dans l'agence de marketing. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que le téléphone sonnait 1, 2, 3 fois. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Sa voix était distraite, agacée par l'interruption. Je pouvais entendre sa télévision en arrière-plan, une série policière où la justice gagnait toujours et les familles s'aimaient inconditionnellement. « Élise, il faut qu'on parle de l'argent. » Silence. Puis un rire qui ressemblait à une gifle. « Tu t'imagines encore des choses? » J'ai les relevés de compte. « Maman, tu m'as donné accès à ce compte. Tu te souviens? Tu as dit que c'était pour les urgences. Prendre 1 000 € par mois pendant 8 mois, ce n'est pas une urgence, Élise. C'est du vol. » Sa voix est devenue cassante, assez vive pour couper à travers la ligne téléphonique. « Ne sois pas dramatique. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Tu restes assise dans cet appartement toute la journée à ne rien faire. Au moins, j'en fais quelque chose de productif. Ne rien faire. Comme si 70 ans de vie, 37 ans de travail de nuit pour soutenir ses rêves, des décennies de sacrifices et d'inquiétudes sans sommeil n'avaient abouti à rien. Comme si je n'étais rien. Élise, cet argent était pour mes soins futurs, pour les frais médicaux, pour la possibilité qu'un jour je puisse avoir besoin d'aide. « Tu as la sécu ?» dit-elle avec un haussement d'épaule que je pouvais entendre à travers le téléphone. Et puis, Antoine et moi avons décidé qu'il valait mieux utiliser l'argent maintenant, pendant qu'il pouvait vraiment servir à quelque chose, au lieu de le laisser dormir. Antoine et moi avons décidé, comme si ma vie, mon avenir, ma sécurité étaient des décisions qu'ils avaient le droit de prendre sans me consulter.
comme si j'étais déjà morte et qu'il ne faisait de qu'exécuter ma succession. La réponse d'Antoine fut un silence enveloppé d'indifférence. Quand je l'ai appelé le lendemain matin, il a laissé sonner 6 fois avant de répondre avec un soupir las qui en disait long. Mon fils, le garçon que j'avais bercé pendant ses cauchemars, encouragé à ses matchs de foot et aidé lors de son premier chagrin d'amour, traitait maintenant les conversations avec sa mère comme des interruptions importunes à sa vraie vie. « Maman, tu en fais toute une montagne », dit-il quand je lui ai expliqué ce qu'Élise avait fait. Elle essaie juste d'aider. Aider qui? Aider la famille. Cet argent ne servait à personne en restant sur un compte en banque. Il me servait à moi. C'était mon filet de sécurité. Tu n'as pas besoin de sécurité, maman. Tu nous as. Mais je ne les avais pas. Cela devenait plus clair chaque jour. J'avais leur numéro de téléphone et leurs visites occasionnelles motivées par la culpabilité. Mais je n'avais ni leur amour, ni leur respect, ni leur considération. J'étais devenue une fiction pratique qu'ils se racontaient pour justifier de prendre ce qu'ils voulaient. Mon mari depuis 43 ans n'était pas mieux. Henri, qui m'avait un jour promis de m'aimer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, traitait maintenant nos conversations comme un bruit de fond à tolérer pendant qu'il regardait ses émissions sportives ou lisait ses journaux. Quand j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait, comment nos enfants me traitaient, il m'a repoussé d'un geste dédaigneux qu'il utilisait depuis 10 ans. « Tu es trop sensible », dit-il sans lever les yeux de ses mots croisés. « Ce sont de bons enfants. Ils ne te feraient pas de mal. De bons enfants. » Comme si le fait d'être de ma famille les rendait automatiquement incapables de cruauté, comme si partager mon ADN leur donnait la permission illimitée de me traiter comme bon leur semblait. Henri vivait dans un fantasme où notre famille était toujours celle qu'il se rappelait d'il y a 20 ans, avant que le succès ne transforme nos enfants en personnes que nous reconnaissions à peine. Le poids de leur indifférence m'oppressait comme une couverture de plomb. Chaque conversation ressemblait à une nage à contre-courant contre un flot de dédain et de manipulation. Mais il y avait encore une lueur d'espoir dans cette obscurité, petite mais assez constante pour me donner de l'espoir. Ma petite fille Chloé, la plus jeune fille d'Élise, avait toujours été différente. À 16 ans, elle possédait une douceur et une intuition qui semblaient avoir sauté sa mère. Quand elle venait à mon appartement, elle écoutait vraiment quand je parlais. Elle me demandait comment s'était passée ma journée, comment j'allais, ce que je ressentais, comme si cela comptait pour elle. « Mamie, tu as l'air triste », dit-elle lors d'une de ses rares visites, étudiant mon visage avec la même intensité qu'elle mettait dans ses devoirs. Est-ce que tout va bien? Je voulais tout lui dire. Je voulais vider mon cœur à quelqu'un qui pourrait vraiment se soucier de son contenu. Mais elle était encore une enfant, prise entre la version de sa mère de notre famille et la réalité que je vivais chaque jour. Au lieu de cela, je l'ai juste serrée un peu plus fort dans mes bras et j'ai dit « Je vais bien, ma chérie, juste fatiguée. » Mais Chloé n'était pas facile à duper. « Maman dit que tu as trop appelé ces derniers temps. Elle dit que tu as besoin de passe-temps. » Des passe-temps, comme si la solitude était un problème d'emploi du temps qui pouvait être résolu avec des mots croisés et du tricot. Comme si l'absence de mes enfants dans ma vie était quelque chose que je pouvais combler avec des activités au lieu de m'attaquer à la relation qui me tuait lentement de l'intérieur. Ma voisine, Madame Alvarez, est devenue ma source la plus fiable de bonté humaine pendant ces mois sombres. Carmen avait déménagé en banlieue parisienne depuis Porto Rico il y a 50 ans, mais son accent portait encore la chaleur de sa patrie comme une étreinte verbale. Elle vivait seule aussi, veuve depuis 10 ans, mais elle rayonnait d'un contentement que j'enviais plus que tout luxe. « Marie, tu mérites mieux », me dit-elle un après-midi alors que nous étions assises sur les marches de l'immeuble, regardant les enfants du quartier jouer dans la rue. « Ne les laisse pas éteindre ta lumière. » Carmen avait élevé 4 enfants qui l'appelaient tous les dimanches, lui rendaient en visite pour les fêtes et la traitaient comme le trésor qu'elle était. Elle ne pouvait pas comprendre comment mes 2 enfants pouvaient être si différents, comment ils pouvaient profiter de mon amour au lieu de le rendre. « Dans ma famille, » dit-elle en secouant la tête avec une tristesse qui correspondait à la mienne, « on nous a appris que nos parents sont notre première priorité après Dieu. Pas notre dernier recours quand on a besoin de quelque chose. » J'ai commencé à passer plus de temps avec Carmen, laissant sa sagesse pratique et sa loyauté féroce
guérir des blessures que je n'avais pas réalisées être si profondes. Elle m'a aidé à voir que ce que je vivais n'était pas un dysfonctionnement familial normal. C'était de la maltraitance, déguisée en langage d'amour et justifiée par des liens de sang qui étaient devenus vides de sens par la négligence et l'exploitation. La première fois que j'ai dit non, j'ai eu l'impression de sauter d'une falaise sans savoir si mon parachute s'ouvrirait. Élise a appelé un mardi matin avec sa demande habituelle, mais cette fois son ton était plus exigeant que demandeur. « J'ai besoin de 1 500 €, dit-elle, sans même prendre la peine de dire bonjour ou de donner des explications. Ma bouche s'est asséchée, mes mains ont commencé à trembler. Pendant 30 ans, je n'avais jamais refusé une demande d'argent. Je m'étais privée de nourriture, de chauffage, de produits de première nécessité pour m'assurer que mes enfants ne manquent de rien. Mais assise là dans ma cuisine, entourée de factures impayées et de relevés bancaires vides, quelque chose a finalement cédé en moi. « Non », dis-je doucement. Un silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu prêt à se rompre. « Comment ça, non ?»« Je veux dire non, Élise. Je ne peux pas te donner 1 500 €. Je ne les ai pas. C'est impossible. Tu as ce compte d'épargne. Celui que tu as vidé sans ma permission? Ce compte d'épargne? » Sa voix est devenue vive, sur la défensive. « Je t'ai dit, c'était pour les urgences. Tes urgences ne sont plus ma responsabilité. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant que sa manipulation ne puisse exercer sa vieille magie sur mon cœur coupable. Ma poitrine était serrée, comme si je ne pouvais pas respirer. Mais sous la panique se trouvait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Le pouvoir dangereux et enivrant de me protéger au lieu de protéger tout le monde. Le même après-midi, j'ai appelé Maître Durand, le même avocat qui m'avait aidé à rédiger mon testament en 1989. Thomas était alors fraîchement diplômé, enthousiaste et idéaliste, travaillant pour un petit cabinet spécialisé dans l'aide aux familles ouvrières pour naviguer dans le système juridique. Maintenant, il était associé dans son propre cabinet, les cheveux grisonnants et couronnés de succès, mais il se souvenait encore de la jeune femme de ménage qui avait insisté pour payer ses services en plusieurs fois. « Madame Dubois, dit-il quand sa secrétaire me l'a passé, ça fait longtemps. Comment puis-je vous aider? Maître Durand, je dois apporter quelques modifications à mon testament, et je pense que j'ai besoin de comprendre certaines choses sur l'abus financier. » Sa voix est devenue sérieuse, professionnelle, mais concernée. « Pouvez-vous venir cette semaine? J'ai du temps vendredi après-midi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, j'ai dormi sans me réveiller en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant d'anxiété à propos de l'argent, de la famille, ou des 1000 façons dont j'avais apparemment échoué en tant que mère. Ce n'était pas un sommeil parfait, mais il était paisible. Une petite victoire dans une guerre que je commençais à peine à apprendre à mener. Je n'arrêtais pas de penser à cette clause que j'avais écrite il y a tant d'années, enfouie au plus profond de documents juridiques que ma famille n'avait jamais pris la peine de lire. Une clause qui semblait alors une simple assurance, mais qui pourrait maintenant devenir mon salut. Une arme secrète conçue par une version beaucoup plus jeune de moi-même, qui savait d'une manière ou d'une autre que l'amour et l'argent finiraient par devenir des armes utilisées contre moi. Au cours des jours suivants, Élise a appelé 17 fois. Antoine a appelé 2 fois. Henri m'a accusé de semer la zizanie et m'a suggéré de m'excuser pour maintenir la paix. Mais je n'ai pas répondu aux appels d'Élise. Je n'ai pas retourné les messages d'Antoine. Je ne me suis pas excusée de me protéger de gens qui avaient oublié comment m'aimer sans attendre un paiement en retour. L'audience au tribunal était prévue un jeudi matin d'octobre, alors que les feuilles à l'extérieur des fenêtres du palais de justice commençaient à peine à virer à l'or et au cramoisi, comme la justice que je priais de voir enfin arriver. Je n'étais jamais allée au tribunal des affaires familiales auparavant. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin d'une protection juridique contre les enfants que j'avais élevés avec tant d'espoir et de dévouement. Élise est arrivée vêtue de son plus bel ensemble professionnel, le tailleur bleu marine que je l'avais aidée à acheter pour son premier entretien d'embauche il y a 15 ans. Elle avait l'air confiante, presque amusée, comme si c'était un inconvénient qu'elle surmonterait facilement avec la bonne combinaison de charme et de dédain. Antoine était assis à côté d'elle, thé,
vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes comme s'il avait un endroit plus important où être. « C'est ridicule, maman », a dit Élise alors que nous attendions l'entrée du juge. « Tu te mets dans l'embarras. » Mais je n'étais plus embarrassée. J'étais terrifiée, le cœur brisé et épuisé, mais pas embarrassée. Pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose pour protéger mes propres intérêts au lieu de les sacrifier pour des gens qui avaient cessé de se soucier de mon bien-être. La juge Lambert était une femme sévère d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et l'attitude pragmatique de quelqu'un qui avait vu toutes les dysfonctions familiales imaginables. Elle a examiné les documents que Maître Durand avait préparés, étudié les relevés bancaires qui montraient les retraits non autorisés et écouté l'explication d'Élise, avec la patience d'une professionnelle qui savait comment séparer la vérité de la manipulation. « Madame la juge, » dit Élise, sa voix douce et confiante, « ma mère est âgée et se perd parfois dans les arrangements financiers que nous avons pris ensemble. Elle a signé des papiers, me donnant accès à ses comptes en cas d'urgence. Je n'ai utilisé cet accès que de manière responsable, pour aider notre famille dans les moments difficiles. Elle m'a jeté un regard qui était un mélange de pitié et de condescendance. Elle ne comprendra pas les complexités juridiques de cette situation. C'est à ce moment-là qu'elle a ri. Pas un rire cruel, exactement, mais un rire dédaigneux qui suggérait que j'étais une enfant jouant à s'habiller en adulte. Un rire qui disait qu'elle savait comment cela se terminerait, que ma tentative de me défendre n'était rien de plus que la rébellion confuse d'une vieille femme qui ne connaissait plus sa place. « Elle ne comprendra pas », a-t-elle répété en jetant un coup d'œil à Antoine, qui a hoché la tête en signe d'accord. Mais la juge Lambert ne regardait plus Élise. Elle regardait les documents que Maître Durand avait soumis, en particulier un vieux morceau de papier qui avait été notarié et classé 34 ans plus tôt. Les sourcils de la juge se sont légèrement levés en lisant, et quand elle a relevé les yeux, son expression avait changé, passant de la neutralité professionnelle à quelque chose qui approchait de l'admiration. « Madame Dubois, » dit la juge, « souhaitez-vous expliquer à la Cour ce que contient ce document ?» Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable quand j'ai répondu. « Madame la juge, c'est une clause que j'ai ajoutée à mon testament en 1989. Elle stipule que tout héritier qui m'exploite financièrement de mon vivant, qui profite de ma confiance ou me manipule à des fins pécuniaires, perdra complètement son héritage. » La salle est tombée dans le silence. Le sourire confiant d'Élise a disparu comme de la fumée dans un courant d'air. Antoine a finalement levé les yeux de son téléphone pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la salle d'audience. Même Henri, qui fixait ses chaussures avec embarras, a relevé la tête pour me regarder avec quelque chose qui approchait du respect. De plus, ai-je poursuivi, ma confiance grandissant à chaque mot, la clause précise qu'un tel comportement doit être prouvé par des preuves documentées, y compris des relevés bancaires, des témoignages ou d'autres preuves vérifiables d'abus financiers. J'ai regardé Élise droit dans les yeux, rencontrant son regard choqué avec la détermination ferme que j'avais bâtie depuis des mois. « Je crois que nous avons ces preuves, Madame la juge. » La juge Lambert a hoché lentement la tête, examinant les relevés bancaires et les registres de retrait qui racontaient l'histoire de mon exploitation en chiffres froids et indéniables. « Madame Dubois, cette clause était remarquablement prémonitoire. Aviez-vous des raisons de croire à l'époque que vous pourriez avoir besoin d'une telle protection? » « J'espérais que non, » dis-je doucement. Mais ma propre mère a eu des problèmes similaires avec des parents qui la voyaient comme une source d'argent plutôt que comme une personne méritant amour et respect. Je voulais m'assurer que quiconque hériterait de moi l'aurait mérité par un soin authentique, et non par la manipulation. Élise a retrouvé sa voix, mais elle était plus petite maintenant, moins certaine. « Maman, c'est de la folie. Nous sommes tes enfants. Nous t'aimons. » « Vraiment ?» ai-je demandé, et la question est restée en suspens dans l'air comme de l'encens, lourde et impossible à ignorer. « Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois, juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu es venu me voir pour la dernière fois sans demander d'argent? Quand est-ce que tu m'as traité pour la dernière fois comme une personne au lieu d'un compte en banque avec des sentiments gênants? » Le silence s'est étiré entre nous, brisé seulement par le doux bruissement des papiers et les sons lointains de la circulation parisienne à l'extérieur des fenêtres du palais de justice. « Ma fille a dit, elle ne comprendra pas, » dis-je,
ma voix se renforçant à chaque mot. Eh bien, je comprends parfaitement maintenant. Je comprends que j'ai passé des décennies à acheter un amour qui n'a jamais été réel, à financer des relations qui n'existaient que pour le bénéfice de personnes qui voyaient ma dévotion comme une faiblesse à exploiter. Je me suis levée, sentant le poids de chaque année où j'avais porté leur déception et leur culpabilité, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai déposé ce fardeau. Je n'achèterai plus d'amour, ai-je annoncé, pas seulement à la cour, mais aux enfants qui avaient oublié comment m'aimer gratuitement. Je n'accepterai plus des miettes d'affection en échange d'un soutien financier. Je ne ferai plus semblant que les liens du sang excusent un comportement cruel ou justifient l'exploitation. J'ai regardé Élise, puis Antoine, puis Henri, qui me fixaient comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Vous me respecterez ou vous me perdrez. Mais vous ne m'utiliserez plus. Le jugement de la juge Lambert a été rapide et décisif. Les retraits non autorisés constituaient un abus financier sur personnes âgées. Élise serait tenue de rembourser chaque euro qu'elle avait pris, avec intérêt. La clause de mon testament resterait en vigueur, et compte tenu des preuves présentées, les deux enfants risquaient désormais de perdre entièrement leur héritage, à moins qu'ils ne puissent démontrer un changement de comportement sincère envers moi. Mais plus important que la victoire juridique, c'était le sentiment qui m'a envahi en quittant cette salle d'audience. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais comme une personne au lieu d'une ressource. Je me sentais comme une mère qui méritait de l'amour, au lieu d'une femme qui devait acheter une affection temporaire à des gens qui auraient dû la chérir inconditionnellement. Au moment où je pensais que le pire était passé, au moment où je commençais à croire que ma victoire juridique avait enfin appris à mes enfants à me respecter, Élise a lancé une dernière attaque qui a prouvé à quel point elle avait peu appris de notre journée au tribunal. Une semaine après l'audience, j'ai découvert qu'elle avait publié une longue histoire détaillée sur Facebook, racontant que je perdais la tête et que j'essayais de voler de l'argent à ma propre famille. Elle s'est présentée comme la fille qui souffrait depuis longtemps d'une mère âgée dont le déclin mental l'avait rendue paranoïaque et cruelle. Elle affirmait que j'essayais de déshériter mes enfants par dépit, que j'étais manipulée par des étrangers qui voulaient me monter contre ma famille. La publication a été partagée des dizaines de fois. Des amis que je connaissais depuis des décennies ont appelé pour exprimer leur inquiétude quant à mon état. Mon facteur m'a demandé si je me sentais bien ces derniers temps avec une expression inquiète qui suggérait qu'il avait entendu dire que je perdais mes facultés mentales. Henri a reçu des appels de parents demandant si je devais être évaluée pour la démence ou la maladie d'Alzheimer. La trahison a piqué plus fort que tout ce qui avait précédé. Élise n'avait pas seulement volé mon argent ou ignoré mes sentiments. Elle avait essayé de voler ma réputation, ma crédibilité, ma place dans la communauté qui était ma maison depuis 40 ans. Elle avait attaqué ma santé mentale, ma compétence, mon droit de prendre des décisions sur ma propre vie. Mais au lieu de m'effondrer sous cet assaut final, j'ai découvert quelque chose de remarquable. Je ne pouvais plus être détruite. La femme qui se serait effondrée 6 mois plus tôt, qui aurait cru mériter ce traitement, qui se serait excusée et aurait supplié pour obtenir le pardon, n'existait plus. J'étais assise dans ma cuisine, lisant les mensonges d'Élise sur mon écran d'ordinateur, et je ne ressentais rien d'autre qu'une certitude calme et inébranlable qu'elle avait enfin montré à tout le monde qui elle était vraiment. La communauté qui me connaissait depuis des décennies, qui m'avait vu cumuler les emplois pour subvenir aux besoins de mes enfants, qui avait été témoin de mon dévouement et de mes sacrifices, n'a pas été dupée par sa tentative désespérée de diffamation. Madame Alvarez a été la première à appeler. « Ma chérie, j'ai vu ce qu'elle a écrit. Cette fille a perdu la tête si elle croit que quelqu'un va gober ses bêtises. Tu es la femme la plus forte et la plus saine d'esprit que je connaisse. » Mon facteur, qui avait semblé inquiet ce matin-là, est passé cet après-midi avec une expression complètement différente. « Madame Dubois, ma femme a vu cette publication sur Facebook. Nous voulions juste que vous sachiez que quiconque a passé 5 minutes avec vous sait que vous avez toute votre tête. Votre fille devrait avoir honte. » Chloé, ma petite fille, s'est présentée à ma porte le lendemain soir, les larmes aux yeux et une détermination féroce qui me rappelait moi-même à son âge. « Mamie, j'ai lu ce que maman a écrit. Je sais qu'elle ment. Je sais que tu n'es ni folle, ni méchante, ni aucune de ces choses qu'elle a dites. Je le lui ai dit aussi. » Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre. Mais je comprends beaucoup de choses. Je comprends que tu as été bonne avec nous toute notre vie et que nous avons été horribles avec toi. Je comprends que maman a pris ton argent et qu'elle essaie maintenant de faire croire à tout le monde que c'est toi la méchante. La voix de Chloé s'est brisée, mais elle a continué. Je suis tellement désolée, mamie. J'aurais dû te défendre plus tôt. Ce dernier coup d'Élise avait été son test final, la preuve ultime de qui elle était devenue et de qui j'étais déterminée à être. Au lieu de me détruire, ces mensonges avaient révélé son propre désespoir et validé ma décision de me protéger de sa cruauté. La femme qui l'avait élevée, qui avait tout sacrifié pour son bonheur, qui l'avait aimé inconditionnellement pendant 35 ans, était enfin libre d'arrêter d'aimer quelqu'un qui avait oublié comment l'aimer en retour. Ma renaissance ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était un réveil progressif, comme regarder le soleil se lever sur Paris après la plus longue nuit de votre vie. J'ai commencé petit, avec des décisions qui semblaient révolutionnaires, après des décennies à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. J'ai pris mes premières vraies vacances en 15 ans. 2 semaines en Provence, où le ciel s'étend infini et bleu au-dessus d'une terre rouge qui recèle des milliers d'années d'histoire. J'avais toujours voulu voir cette région, comprendre comment la beauté pouvait exister dans des conditions aussi rudes, comment la vie pouvait prospérer sans excès, sans luxe, sans le besoin constant de validation externe. Le vol depuis Orly était ma première fois en avion depuis 20 ans. J'ai choisi un siège près du hublot, et j'ai collé mon visage à la vitre comme une enfant, alors que Paris disparaissait sous des nuages qui semblaient assez doux pour y dormir. Pour la première fois de mémoire, j'allais quelque part juste parce que j'en avais envie, dépensant de l'argent pour moi-même sans culpabilité ni justification. La Provence m'a accueilli avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température. Les mâts en pierre brillaient de rose et d'or sous la lumière du soleil. Les galeries d'art exposaient des œuvres qui parlaient aux âmes plutôt qu'aux comptes en banque. J'ai acheté un petit tableau d'un artiste local, un paysage de collines et de ciel qui capturait quelque chose que je ne pouvais pas exprimer avec des mots, mais que je reconnaissais au plus profond de moi. « Vous avez bon goût », a dit l'artiste. Une femme de mon âge avec des cheveux d'argent et des bijoux en corail qui captèrent la lumière comme de l'eau prisonnière. Cette pièce parle de résilience, de survie. J'ai peint pour la première fois depuis que j'avais l'âge d'Élise, assise dans la cour de l'hôtel avec des aquarelles et du papier, essayant de capturer la façon dont les montagnes changèrent de couleur tout au long de la journée. Mes mains se sont souvenues de compétences que j'avais abandonnées des décennies auparavant, lorsque subvenir aux besoins de ma famille était devenu plus important que de créer de la beauté pour moi-même. Un homme plus âgé, nommé Robert, voyageant également seul, a engagé la conversation au buffet du petit déjeuner de l'hôtel. Il était récemment retraité, avait élevé 3 fils qui appelaient rarement, et redécouvrait des centres d'intérêt qu'il avait mis de côté pendant ses années de travail. J'ai passé 40 ans à penser que le bonheur était quelque chose que j'aurais plus tard, m'a-t-il dit autour d'un café et d'une omelette. Après que les enfants soient établis, après que la maison soit payée, après que tout le monde soit pris en charge, j'ai finalement réalisé que ce plus tard pourrait ne jamais arriver si je ne le provoquais pas maintenant. Nous avons passé 2 jours ensemble, à nous promener dans les musées et les galeries, à partager des histoires sur des rêves différés et des familles qui avaient oublié comment apprécier les sacrifices. Ce n'était pas de la romance, exactement, mais c'était une connexion, une compagnie, le rappel qu'une conversation intéressante et un intérêt sincère pour les pensées d'une autre personne n'étaient pas des luxes que je devais mériter par un soutien financier. Quand je suis rentrée à Paris, mon appartement m'a semblé différent. Pas plus petit ou plus triste, mais plein de possibilités au lieu de fantômes. J'ai jeté de vieux magazines que je gardais sans raison. J'ai remplacé les rideaux mités par des rideaux jaunes vifs qui invitèrent le soleil au lieu de le filtrer. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la table de ma cuisine. Pas pour une occasion spéciale, mais parce que mardi semblait une raison suffisante pour célébrer le fait d'être en vie. Madame Alvarez m'a aidé à réarranger les meubles, suggérant des changements que j'avais eu trop peur ou trop fatiguée pour tenter. « Tu as besoin d'un coin lecture », a-t-elle déclaré, m'aidant à déplacer mon fauteuil préféré près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi donnerait vie aux livres. « Tu as besoin d'un espace qui n'est que pour toi, pas pour la commodité de quelqu'un d'autre. » Chloé a commencé à venir plus souvent,
Non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle appréciait ma compagnie. Nous faisions des biscuits, regardions de vieux films et parlions de ses projets pour l'université, de son rêve de devenir enseignante, de ses espoirs d'avoir une famille qui s'aimerait sans tenir les comptes des dettes et des obligations. « Je veux être comme toi quand je serai plus grande, mamie », m'a-t-elle dit un samedi après-midi alors que nous faisions un puzzle du Pont-Neuf. Forte, courageuse et sans peur de me défendre. Tu es déjà comme ça, ma chérie. Tu as juste besoin de t'en souvenir quand les gens essaieront de te convaincre du contraire. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque municipale, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je ne m'étais jamais accordé le temps ou l'énergie de poursuivre. Le groupe se réunissait tous les jeudis soirs pour discuter de romans et partager des perspectives qui me stimulaient et me divertissaient d'une manière que j'avais oublié être possible. « Tu devrais écrire ta propre histoire », a suggéré Marguerite, l'organisatrice du groupe, après que j'ai partagé certaines de mes expériences lors d'une discussion sur les mémoires. Tu as vécu des choses qui méritent d'être consignées, d'être partagées avec des gens qui pourraient avoir besoin de les entendre. J'ai commencé à tenir un journal, non pas de plaintes ou de regrets, mais d'observations, d'espoir et de petites améliorations dans ma vie quotidienne. Écrire m'a aidé à comprendre la différence entre la femme que j'avais été et la femme que je devenais. Cela m'a aidé à me pardonner des années à accepter un traitement que je ne méritais pas, tout en tenant pour responsables les personnes qui avaient choisi de mal me traiter. Henri et moi avons commencé à avoir de vraies conversations pour la première fois depuis des années. Mon nouveau respect de moi-même semblait lui rappeler des qualités dont il était tombé amoureux des décennies plus tôt, avant que la parentalité, le stress financier et la routine n'aient enseveli notre connexion sous des couches d'obligation et d'épuisement. « Je suis fière de toi », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur notre petit balcon, regardant le coucher de soleil peindre la silhouette de la ville dans des tons d'espoir. « J'aurais dû te soutenir plus tôt, j'aurais dû voir ce qu'il te faisait au lieu de prétendre que tout allait bien. Nous nous sommes tous les deux perdus, ai-je dit, prenant sa main dans la mienne pour la première fois depuis des mois. Mais nous avons retrouvé notre chemin. Antoine a appelé 6 semaines après l'audience, sa voix incertaine mais sincère. « Maman, je te dois des excuses. Élise et moi, nous étions tellement préoccupés par ce dont nous avions besoin que nous avons oublié de penser à ce dont tu avais besoin, ce que tu méritais. C'était un début. Pas encore le pardon, pas une confiance reconstruite du jour au lendemain, mais la reconnaissance que j'étais une personne digne de considération et de respect, des progrès mesurés en petits gestes et en mots prudents, le début d'une relation basée sur le soin mutuel au lieu de la dépendance financière. Mais Élise est restée silencieuse, têtue dans sa conviction qu'elle n'avait rien fait de mal, que ma nouvelle fermeté était une folie temporaire qui finirait par céder la place à la conformité et au soutien financier auquel elle s'était habituée. Elle s'était trompée de la manière la plus fondamentale possible. Elle avait supposé que j'avais plus besoin de son amour que de mon propre respect. Elle avait tort. 6 mois après ce jour transformateur au tribunal, je suis assise près de la fenêtre de ma chambre dans mon appartement fraîchement rénové, regardant un autre coucher de soleil parisien saigné d'orange et de pourpre sur la ligne d'horizon. La vue n'a pas changé, mais ma perspective s'est complètement transformée. La ville qui semblait autrefois hostile et écrasante me semble maintenant pleine de possibilités et d'aventures à découvrir. Le passé ne me hante plus avec des « et si » et des « pourquoi n'ai-je pas ». Ces années brisées d'exploitation et de manipulation ne sont plus des pertes. Ce sont des cicatrices de bataille qui prouvent ma force, la preuve de ma capacité à survivre et finalement à prospérer malgré un traitement qui aurait détruit quelqu'un de moins résilient. Je me sers un verre de vin, une bonne bouteille que j'ai achetée sans calculer le coût ni justifier la dépense à qui que ce soit. Je le lève doucement aux souvenirs qui ont failli m'écraser, mais qui m'ont finalement rendue entière, au voyage qui m'a mené d'une recherche désespérée de l'approbation des autres à un respect de soi digne. Mon téléphone reste silencieux sur la table d'appoint, n'étant plus une source d'anxiété ou de faux espoirs. Chloé a envoyé un texto ce matin pour me demander mes plans pour le week-end. Antoine a appelé hier pour prendre de mes nouvelles. Henri est dans la cuisine en train de préparer le dîner pour 2 personnes qui ont redécouvert comment apprécier la compagnie de l'autre.
le silence d'Élise ne me blesse plus. Il ne représente plus le rejet ou un échec de ma part. Il représente son choix de rester coincé dans des schémas qui ne nous servent plus ni l'un ni l'autre, son incapacité à grandir au-delà du sentiment de dû pour entrer dans une relation authentique. J'ai appris la différence entre la solitude et l'isolement, entre être seul et être abandonné. J'ai découvert que ma valeur ne se mesure pas au traitement que les autres me réservent, mais à ma propre reconnaissance de qualité qui ne nécessite pas de validation externe. La victoire juridique était satisfaisante, mais la transformation personnelle m'a sauvé la vie. Me défendre n'a pas seulement protégé mon compte en banque, cela a réclamé mon identité en tant que personne digne d'amour, de respect et de considération. Quelqu'un dont les besoins comptent, dont les sentiments comptent, dont les limites méritent d'être reconnues. Madame Alvarez me fait un signe de la main depuis sa fenêtre de l'autre côté de la cour, et je lui réponds avec un bonheur sincère au lieu de la gaieté forcée que je fabriquais autrefois pour le confort de tous les autres. Mon club de lecture commence un nouveau roman la semaine prochaine. Mon cours d'art entame une série d'aquarelles. Chloé et moi prévoyons un week-end à Lyon pour visiter des musées et explorer une ville qu'aucune de nous deux n'a vue. Ce ne sont pas des prix de consolation pour l'amour que je n'ai pas pu obtenir d'Élise et d'Antoine. Ce sont les récompenses d'avoir enfin appris à m'aimer et à me respecter suffisamment pour exiger le même traitement des autres. Ce sont les cadeaux qui deviennent possibles lorsque vous cessez de verser toute votre énergie dans des relations qui vous épuisent et commencez à investir dans des liens qui nourrissent votre âme. Demain, je me réveillerai dans mon appartement avec vue sur la ville qui est ma maison depuis des décennies, mais je me réveillerai en étant quelqu'un de différent de la femme qui restait éveillée à 3 heures du matin, le cœur battant d'anxiété à propos de l'argent, de la famille et de toutes les façons dont j'avais apparemment échoué en tant que mère. Je me réveillerai en étant quelqu'un qui connaît la différence entre être nécessaire et être utilisé, entre être aimé et être toléré, entre être une famille et être pratique. Cette connaissance vaut plus que n'importe quel héritage que je pourrais laisser derrière moi. Elle vaut plus que l'argent qui m'a été volé ou le respect qui m'a été refusé pendant tant d'années. C'est le trésor que je me suis offert grâce au courage de dire non, de fixer des limites, d'exiger un traitement à la hauteur de mes décennies de dévouement et de sacrifice. Le coucher de soleil s'estompe en un violet profond, puis en un noir parsemé de lumière provenant de milliers de fenêtres où d'autres familles vivent leurs histoires compliquées d'amour et de déception, de connexion et de trahison, d'espoir et de résignation. Certaines de ces familles prennent soin les unes des autres avec respect et considération mutuelle. D'autres répètent les schémas d'exploitation et de manipulation qui m'ont presque détruite. Mais à cette fenêtre, dans cet appartement, dans cette vie que j'ai enfin réclamée comme mienne, il y a la paix. Il y a la dignité. Il y a la satisfaction tranquille qui vient du fait d'apprendre, même à 70 ans, qu'on n'est jamais trop vieux pour commencer à s'estimer à sa juste valeur. Alors que je suis assise ici ce soir, réfléchissant au chemin qui m'a menée à ce moment, je me surprends à penser aux autres mères, pères, grands-parents qui vivent peut-être des versions de mon histoire en ce moment même. Ils sont peut-être assis dans leurs propres appartements ou maisons, fixant leur propre téléphone qui ne sonne jamais d'un amour sincère, se demandant s'ils en demandent trop, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est un respect de base de la part des enfants qu'ils ont élevés. À eux, je veux dire ceci. Vous n'en demandez pas trop. Vous n'êtes pas dramatique. Vous n'êtes pas égoïste lorsque vous protégez vos propres intérêts aux côtés de ceux de votre famille. L'amour ne devrait pas vous coûter votre dignité, votre sécurité ou votre estime de soi. Je pense à la Marie qui existait avant ce réveil, la femme qui serait morte en croyant que le succès de ses enfants valait n'importe quel prix qu'elle devait payer, y compris son propre bonheur et son bien-être. Cette femme n'avait pas tort d'aimer farouchement ou de donner généreusement. Elle avait tort de croire qu'elle ne méritait rien en retour, que ses besoins étaient les moins importants que les désirs de tous les autres. La transformation n'a pas eu lieu parce que j'ai cessé d'aimer mes enfants. Elle a eu lieu parce que j'ai enfin commencé à m'aimer suffisamment pour reconnaître quand cet amour était exploité plutôt que rendu. Elle a eu lieu parce que j'ai réalisé que permettre leur égoïsme ne les aidait pas à devenir de meilleures personnes. Cela leur apprenait qu'utiliser les autres était acceptable tant que ces autres étaient de la famille.
Il y a une différence entre être un parent dévoué et être victime d'abus financiers et émotionnels. Il y a une différence entre se sacrifier pour le bien-être de ses enfants et sacrifier son propre bien-être pour leur convenance. Il y a une différence entre la loyauté familiale et la servitude familiale. J'ai appris ces différences à la dure, à travers des années de douleur qui auraient bien pu être évitées si j'avais compris ma propre valeur plus tôt. Mais je ne regrette pas le voyage, même les parties les plus sombres, car il m'a mené à un lieu de force que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre. Il y a 6 mois, j'aurais donné n'importe quoi pour entendre la voix d'Élise au téléphone, même si elle appelait pour demander de l'argent. J'aurais interprété les textos occasionnels d'Antoine comme la preuve qu'il m'aimait, même s'il ne demandait jamais de mes nouvelles ou ne montrait aucun intérêt sincère pour ma vie. J'aurais accepté l'indifférence d'Henri comme normale, le résultat inévitable de décennies de mariage qui s'étaient installés dans une négligence confortable. Maintenant, je comprends que je me contentais de miettes, alors que je méritais le gâteau entier. J'étais reconnaissante pour des bribes d'attention, alors que j'aurais dû m'attendre à un amour et des soins constants. J'acceptais le strict minimum, alors que mes décennies de dévouement m'avaient valu tellement plus. Le changement dans la dynamique de ma famille a été progressif mais remarquable. Henri, qui a passé des années à ignorer mes inquiétudes concernant le traitement de nos enfants, écoute maintenant quand je parle. Il me demande comment s'est passée ma journée, ce que je ressens, quels sont mes projets, d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis plus d'une décennie. C'est comme si mon refus d'accepter un mauvais traitement de la part de nos enfants lui avait rappelé comment me traiter correctement lui-même. J'avais oublié à quel point tu es intéressante, m'a-t-il dit la semaine dernière alors que nous partagions le petit déjeuner sur notre petit balcon, regardant le quartier se réveiller en bas. Je m'étais tellement habituée à te voir simplement comme maman que j'avais oublié que tu es aussi Marie, la femme que j'ai épousée parce qu'elle ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré. Les excuses d'Antoine n'étaient pas que des mots. Il les a appuyées par des actes, appelant régulièrement non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut maintenir une relation avec moi. Il me pose des questions sur mon club de lecture, mes cours d'art, mes nouvelles amitiés. Il écoute mes réponses au lieu d'attendre son tour pour parler. Nous construisons quelque chose de nouveau ensemble, une relation entre adultes qui se respectent au lieu d'une dynamique basée sur la culpabilité et l'obligation. Je veux que mes enfants connaissent leur grand-mère, m'a-t-il dit lors d'une de nos récentes conversations. Pas la grand-mère qui envoie de l'argent et des cadeaux, mais la grand-mère qui a des histoires, une sagesse et des intérêts propres. Chloé est devenue non seulement ma petite fille, mais aussi mon amie. Quelqu'un dont j'ai gagné le respect par l'authenticité plutôt que par le soutien financier. Elle me confie ses rêves, ses peurs, ses projets pour l'avenir. Quand elle me demande conseil, je le lui donne librement, sachant qu'elle apprécie mon opinion non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle a appris à me voir comme une personne entière qui vaut la peine d'être connue. « Tu t'es sauvée toi-même, mamie », a-t-elle dit lors d'une de nos récentes visites. « Et tu m'as sauvée aussi, en me montrant ce que signifie exiger le respect au lieu de simplement l'espérer. » La relation avec Élise reste rompue, et j'ai fait la paix avec cette réalité. Certains ponts brûlent complètement et ne peuvent être reconstruits, surtout quand une personne refuse de reconnaître que le pont a été détruit par ses propres actions. Élise continue de se présenter comme la victime de mon déclin mental et de mes exigences déraisonnables, refusant de voir que ces exigences étaient simplement les attentes normales d'un traitement respectueux qui devrait exister dans toute relation saine. Je pleure la fille que je pensais connaître, la petite fille qui grimpait sur mes genoux et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Mais je refuse de pleurer la femme qu'Élise est devenue, la femme qui a vu mon amour comme une faiblesse à exploiter plutôt qu'un cadeau à chérir. Cette femme a fait ses choix, et ces choix ont des conséquences qui vont au-delà de mon compte en banque, jusqu'à la relation qu'elle a perdue par son propre égoïsme et sa cruauté. Parfois, je me demande si Élise comprendra un jour ce qu'elle a jeté. Réalisera-t-elle, peut-être quand ses propres enfants seront grands, que l'amour inconditionnel d'un parent n'est pas quelque chose à prendre pour acquis? Comprendra-t-elle que la sécurité financière à un âge avancé n'est pas quelque chose que les enfants adultes ont le droit de puiser chez leurs parents sans permission? Peut-être qu'elle apprendra ses leçons, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, son éducation n'est plus ma responsabilité.
J'ai passé 35 ans à essayer de lui enseigner des valeurs par l'exemple, le sacrifice et un soutien inconditionnel. Si ces leçons n'ont pas pris racine, si mes décennies d'amour n'ont pas inspiré l'amour en retour, alors rien de ce que je fais maintenant ne fera la différence. Ce que j'ai appris à la place, c'est que mon bonheur, ma sécurité, mon bien-être ne peuvent être otages des choix des autres, pas même des choix de mes propres enfants. Je ne peux pas contrôler la façon dont Élise réfléchit à notre relation ou si elle assumera un jour la responsabilité de ses actes. Mais je peux contrôler la façon dont je réponds à ses choix et comment je me protège de tout préjudice futur. L'aspect le plus surprenant de toute cette expérience a été de découvrir combien de personnes ont vécu des histoires similaires. Quand j'ai commencé à partager mon expérience avec des amis, des voisins et des membres de mon club de lecture, j'ai été stupéfaite de voir combien d'entre eux avaient leur propre récit d'exploitation par des enfants adultes, des parents ingrats ou des membres de la famille qui les voyaient comme des ressources plutôt que comme des individus méritant le respect. Marguerite du club de lecture m'a confié que son fils lui prenait de l'argent sur ses comptes depuis des années, justifiant cela comme une gestion de ses finances, alors qu'il finançait en réalité sa dépendance au jeu. Elle avait eu trop honte et trop peur de perdre complètement la relation pour le confronter directement. « Tu m'as inspirée », m'a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire. « Si tu as pu affronter ta fille au tribunal, je pourrais au moins avoir une conversation honnête avec mon fils sur les limites et la responsabilité. » Maître Durand, mon avocat, m'a dit que les cas d'abus financiers sur les personnes âgées ont considérablement augmenté ces dernières années, souvent perpétrés non pas par des étrangers ou des soignants, mais par des enfants adultes qui se sentent en droit de disposer des ressources de leurs parents. Il a dit que mon cas était inhabituel, non pas à cause de l'exploitation, mais parce que j'avais eu la prévoyance de me protéger avec cette clause testamentaire et le courage de la faire appliquer. La plupart des gens dans votre situation se sentent trop coupables ou trop effrayés par l'abandon pour engager une action en justice, a-t-il expliqué. Ils préfèrent être utilisés qu'être seuls. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont déjà seuls dans toute relation qui n'existe que pour leur utilité plutôt que pour leur valeur intrinsèque. Ces conversations m'ont montré que mon histoire n'est pas unique, mais que ma réponse l'a été. La plupart des gens dans des situations similaires continuent de permettre le comportement qui les blesse, soit parce qu'ils craignent les alternatives, soit parce qu'ils ont été conditionnés à croire que les membres de la famille méritent une tolérance illimitée, peu importe leur comportement. Je comprends cette peur. J'ai vécu avec elle pendant des années, croyant que dire non ou fixer des limites signifierait perdre les quelques liens familiaux qu'il me restait. Ce que j'ai découvert à la place, c'est que les relations construites sur l'exploitation ne sont pas de véritables liens du tout. Ce sont des transactions déguisées en amour, des arrangements commerciaux habillés de sentiments familiaux. Quand j'ai lâché ces fausses relations, j'ai fait de la place pour des relations authentiques. Quand j'ai cessé de consacrer de l'énergie à des gens qui me voyaient comme une ressource, j'ai eu de l'énergie disponible pour des gens qui m'appréciaient en tant que personne. Quand j'ai cessé d'accepter un mauvais traitement de la part de ma famille, j'ai pu reconnaître et cultiver le bon traitement disponible auprès d'amis, de voisins et de nouvelles connaissances qui sont devenus de véritables compagnons. L'aspect financier de ma guérison a été tout aussi important que la guérison émotionnelle. Le tribunal a ordonné à Élise de rembourser l'argent qu'elle avait pris, avec intérêt, et elle effectue des paiements réguliers via un système supervisé par le tribunal qui l'empêche d'avoir tout contact avec moi pendant les transactions. Mais plus important que de récupérer l'argent volé, c'était d'apprendre à gérer mes finances de manière à protéger ma sécurité sans permettre l'irresponsabilité des autres. J'ai mis en place des systèmes qui assurent mes soins futurs, tout en empêchant les accès non autorisés. J'ai fait des plans qui protègent mes actifs, tout en permettant des urgences authentiques ou des cadeaux réfléchis que je choisis de donner plutôt que de me les faire exiger. Maître Durand m'a aidé à restructurer mon testament pour refléter ma nouvelle compréhension des relations familiales et des limites personnelles. Le document comprend désormais des dispositions détaillées qui protègent contre diverses formes d'abus financiers, tout en subvenant aux besoins des membres de la famille qui me traitent avec respect et considération. C'est un chef-d'œuvre de droit préventif,
a dit Maître Durand alors que nous examinions la version finale. Quiconque héritera de vous l'aura mérité par une relation authentique et non par la manipulation ou l'exploitation. Le Nouveau Testament comprend des dispositions pour l'éducation de Chloé, les enfants d'Antoine et les soins d'Henri, mais toutes conditionnées à un traitement respectueux continu et à des limites appropriées. Il récompense l'amour authentique tout en protégeant contre le genre d'exploitation basé sur le sentiment de dû qui a failli détruire ma sécurité dans mes années dorées. J'ai également mis en place ce que j'appelle des cadeaux tests, de petites sommes d'argent ou d'aide qui me permettent d'évaluer comment les bénéficiaires gèrent la générosité. Expriment-ils de la gratitude? Utilisent-ils les fonds pour l'objectif déclaré? Comprennent-ils que de tels cadeaux sont des privilèges plutôt que des droits? Les réponses à ces petits gestes me disent tout ce que j'ai besoin de savoir pour déterminer si un soutien plus important serait approprié ou judicieux. Henri a été stupéfait du changement de notre sécurité financière depuis que j'ai cessé de permettre à Élise de drainer nos ressources. Je n'avais pas réalisé à quel point elle prenait, a-t-il admis. Je pensais que c'était juste une aide occasionnelle, mais quand j'additionne tout sur des années, c'était comme payer un deuxième prêt immobilier. L'argent que j'ai pu économiser depuis que j'ai fixé des limites nous a donné des options que nous n'avions pas eues depuis des décennies. Nous pouvons voyager, poursuivre des passe-temps, faire des améliorations à notre appartement et planifier nos soins futurs sans nous soucier des ponctions inattendues sur nos ressources de la part de membres de la famille qui se sentent en droit de bénéficier de notre soutien sans offrir de soutien en retour. Mais peut-être la leçon financière la plus précieuse que j'ai apprise est que l'argent représente plus que la simple sécurité ou le confort. Il représente le choix, la dignité et la capacité de contrôler sa propre vie. Quand Élise prenait mon argent sans permission, elle ne volait pas seulement des fonds, elle volait mon autonomie, ma capacité à prendre des décisions sur mon propre avenir, mon pouvoir de choisir comment dépenser les ressources que j'avais mis des décennies à accumuler. Reprendre le contrôle de mes finances, c'était en réalité reprendre le contrôle de ma vie, de mes choix et de ma capacité à déterminer comment je voulais passer les années qu'il me reste. C'était refuser que mes années dorées soient dominées par le stress et l'anxiété causés par des personnes qui auraient dû être des sources de réconfort et de joie. Alors que je regarde vers l'avenir maintenant, je vois des possibilités au lieu d'obligations. Je vois des aventures au lieu d'angoisse. Je vois des relations basées sur le soin mutuel au lieu d'un soutien unilatéral. Je vois une femme qui a appris à s'estimer à sa juste valeur et à s'attendre à ce que cette valeur soit reconnue par les autres. Cela ne signifie pas que je suis devenue égoïste ou insensible. Je donne toujours généreusement à des causes auxquelles je crois, j'aide toujours mes amis et mes voisins quand ils ont besoin de soutien, je contribue toujours à l'éducation de Chloé et à la famille d'Antoine lorsque c'est approprié. La différence est que je donne maintenant à partir d'un lieu de choix et de force plutôt que d'obligation et de peur. Quand je donne maintenant, c'est parce que je le veux, pas parce que j'ai peur de ce qui arrivera si je ne le fais pas. Quand je dis non maintenant, c'est parce que la demande est inappropriée ou que je n'ai pas les ressources à disposition, pas parce que je suis punie ou manipulée pour une générosité antérieure. Ce passage d'une générosité réactive à une bienveillance intentionnelle a rendu mes dons plus significatifs, pas moins. Les personnes qui reçoivent mon soutien maintenant l'apprécient parce qu'elles comprennent que c'est un choix que je fais, pas une obligation qu'elles peuvent exiger. Elles expriment de la gratitude, utilisent les ressources à bon escient et entretiennent des relations qui ne dépendent pas d'un soutien financier continu. La transformation de ma vie quotidienne a été tout aussi spectaculaire que les changements dans mes relations familiales. Je me réveille chaque matin sans le nœud d'anxiété qui me serrait l'estomac comme une pierre, me demandant quelle demande financière ou quelle manipulation émotionnelle arriverait avant la fin de la journée. Mes matinées sont maintenant remplies d'anticipation pour des activités que j'ai choisies, des conversations que j'attends avec impatience, des projets que j'ai faits parce qu'ils m'apportent de la joie plutôt que parce qu'ils répondent aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à faire des promenades nocturnes dans le jardin du Luxembourg, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps lorsque chaque moment libre était consumé par l'inquiétude concernant la dynamique familiale et le stress financier. Le parc en automne est un chef-d'œuvre d'or, de rouge et d'orange, un rappel que la beauté existe partout si vous êtes assez présent pour la remarquer. Au cours d'une de ces promenades,
J'ai rencontré une femme nommée Solange qui nourrissait les pigeons. Elle avait à peu près mon âge, était élégamment vêtue, avec une sérénité qui m'a poussée à engager la conversation. Il s'est avéré qu'elle avait elle-même vécu une transformation plusieurs années auparavant, en fixant des limites à des enfants adultes qui traitaient son compte d'épargne comme leur argent de poche personnel. Le plus difficile, m'a-t-elle dit alors que nous regardions les pigeons se rassembler à ses pieds, ce n'était pas d'apprendre à dire non, c'était d'apprendre à me pardonner d'avoir dit oui pendant tant d'années, alors que j'aurais dû savoir. Ces mots ont résonné profondément en moi, car le pardon, en particulier le pardon de soi, a été l'un des aspects les plus difficiles de mon processus de guérison. Il est facile de se sentir en colère contre Élise pour avoir profité de mon amour, ou contre Antoine pour avoir permis son comportement, ou contre Henri pour avoir ignoré mes inquiétudes. Il est beaucoup plus difficile de me pardonner d'avoir laissé l'exploitation se poursuivre si longtemps, d'avoir eu si peur de l'abandon que j'ai accepté la maltraitance à la place. Mais le pardon de soi, j'ai appris, ne consiste pas à excuser un mauvais jugement ou à prétendre que des erreurs n'ont pas été commises. Il s'agit de comprendre que j'ai pris les meilleures décisions possibles, avec les informations et les ressources émotionnelles que j'avais à l'époque. Il s'agit de reconnaître qu'aimer trop, être trop généreuse, se soucier trop profondément ne sont pas des défauts de caractère, même s'ils conduisent parfois à être exploités. La femme qui a permis à Élise de l'exploiter pendant des années n'était ni faible ni stupide. C'était quelqu'un qui avait appris à mesurer sa valeur par son utilité pour les autres, quelqu'un à qui on avait appris que l'amour d'une mère devait être inconditionnel, même lorsque cet amour était manipulé plutôt que rendu. Elle fonctionnait selon une vision du monde qui disait que la loyauté familiale signifiait accepter un mauvais traitement plutôt que d'exiger une relation respectueuse. Cette vision du monde n'était pas entièrement fausse. Les relations familiales devraient inclure plus de tolérance et de pardon que les autres liens. Mais il y a une différence entre être compréhensif face aux faiblesses humaines et accepter un abus systématique. Il y a une différence entre l'amour inconditionnel et la complaisance inconditionnelle. Apprendre à distinguer ces concepts a été crucial pour ma guérison et pour construire des relations plus saines à l'avenir. Je peux aimer quelqu'un inconditionnellement, tout en fixant des conditions sur la façon dont il est autorisé à me traiter. Je peux maintenir la loyauté familiale, tout en refusant d'être loyal envers les membres de la famille qui ne me montrent aucune loyauté. Solange et moi sommes devenus des partenaires de marche régulière, partageant des histoires sur nos parcours de l'exploitation à l'autonomisation, de la volonté de plaire au respect de soi. Elle m'a présenté à d'autres femmes qui ont eu des expériences similaires, et ensemble nous avons formé un groupe de soutien informel qui se réunit tous les mois pour partager des stratégies, célébrer les victoires et offrir des encouragements à toute personne qui lutte encore pour se libérer de dynamiques familiales destructrices. Nous sommes comme des survivantes d'une sorte de catastrophe naturelle particulière, a observé Solange lors d'une de nos réunions. La catastrophe d'aimer des gens qui ont oublié comment nous aimer en retour. La guérison nécessite de reconnaître les dégâts, d'apprendre de nouvelles compétences et de construire des structures différentes qui peuvent résister aux futures tempêtes. Ces femmes sont devenues certaines de mes amies les plus proches, des relations construites sur la compréhension mutuelle, l'expérience partagée et un soin sincère pour le bien-être de chacune. Nous célébrons nos anniversaires, nous nous soutenons mutuellement face aux problèmes de santé et nous partageons nos joies sans tenir de compte sur qui doit quoi à qui. Le contraste avec mes anciennes dynamiques familiales est frappant. Là où jadis j'essayais d'acheter de l'affection par un soutien financier, ces amitiés ne requièrent rien de plus que l'authenticité, la gentillesse et le respect mutuel. Là où jadis je marchais sur des œufs, pour éviter de déclencher la manipulation ou la culpabilité, ces relations s'épanouissent grâce à une communication honnête et des limites saines. J'ai également découvert des intérêts et des talents qui avaient été enfouis sous des années à me concentrer sur les besoins et les préférences de tous les autres. La peinture que j'ai commencée en Provence s'est poursuivie à Paris et j'ai rejoint un groupe d'art local qui se réunit chaque semaine pour travailler sur des projets individuels tout en appréciant la compagnie des autres. « Vous avez un œil naturel pour la couleur ?» a dit Patricia, la responsable informelle du groupe et une professeure d'art à la retraite. Avez-vous déjà envisagé de prendre des cours formels?
Je me suis inscrite à un atelier d'aquarelle à l'université populaire, quelque chose qui m'aurait semblé incroyablement indulgent il y a un an, mais qui me semble maintenant un soin de soi approprié. 2 fois par semaine, je m'assois dans une salle de classe lumineuse, avec une douzaine d'autres adultes qui poursuivent la beauté et la créativité pour le simple plaisir de le faire. Mon professeur, un homme patient nommé Vincent qui doit avoir la moitié de mon âge, traite les efforts de chaque élève avec respect et encouragement. L'art n'est pas une question de perfection, nous rappelle-t-il régulièrement. C'est une question d'expression, d'exploration, le courage de mettre quelque chose de soi dans le monde. Ces mots s'appliquent à bien plus que la peinture. Toute ma transformation a consisté à trouver le courage de mettre mon moi authentique dans le monde, au lieu de la version soigneusement construite et désireuse de plaire que je pensais que les autres voulaient revoir. Il s'agissait d'exprimer mes vrais besoins et sentiments, au lieu de prétendre que je n'en avais pas. Il s'agissait d'explorer qui je suis quand je ne suis pas entièrement définie par mon utilité pour les autres. Les tableaux que je crée maintenant ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils sont miens. Ils reflètent ma perspective, mes préférences de couleurs, mon interprétation du monde qui m'entoure. Quand j'en donne un à Chloé, à Antoine ou à Henri, ils représentent quelque chose d'authentique plutôt que quelque chose d'acheté ou de performé pour maintenir une relation. Chloé a plusieurs de mes tableaux accrochés dans sa chambre maintenant. Non pas parce qu'elle se sent obligée de les exposer, mais parce qu'elle les aime sincèrement et ce qu'ils représentent de notre relation. « Il me rappelle que tu n'es pas seulement ma grand-mère », m'a-t-elle dit. « Tu es Marie, une artiste qui voit le monde de manière magnifique. Cette reconnaissance, être vue comme une personne complète plutôt que comme un simple rôle, a été l'un des plus grands cadeaux de tout ce voyage. Pendant trop d'années, j'ai existé principalement en tant que maman, épouse, grand-mère. Des titres qui me définissaient entièrement par rapport aux besoins et aux attentes des autres. Apprendre à être Marie à nouveau, à avoir des intérêts, des opinions et des rêves qui existent indépendamment de mes rôles familiaux, c'était comme me réveiller d'un sommeil de plusieurs décennies. Le club de lecture est devenu une autre source de stimulation intellectuelle et de connexion sociale qui nourrit mon âme d'une manière que j'avais oublié être possible. Nos discussions vont des livres que nous lisons à l'actualité, en passant par les philosophies personnelles et les expériences de vie. Les autres membres traitent mes contributions avec le même respect qu'ils montrent à tout le monde, valorisant mes pensées et mes idées sans tenir compte de l'argent que je pourrais leur donner ou des faveurs que je pourrais leur rendre. « Tu as toujours des perspectives si réfléchies », m'a dit Marguerite après une discussion particulièrement animée sur un roman traitant de la dynamique familiale. As-tu déjà pensé à animer une discussion toi-même? Le mois prochain, j'animerai notre conversation sur un mémoire écrit par une autre femme qui a dû apprendre à fixer des limites avec des membres de sa famille exploiteurs. Je me suis préparée avec soin, en faisant des recherches sur le parcours de l'auteur et en développant des questions qui pourraient nous aider tous à réfléchir plus profondément au thème de l'affirmation de soi et de la transformation personnelle. Cette opportunité de contribuer à la croissance intellectuelle et émotionnelle des autres est remarquablement différente des façons dont j'essayais d'être utile à ma famille. Au lieu d'acheter leur attention par un soutien financier, je gagne le respect par un engagement authentique et une contribution sincère à notre expérience partagée. Henri a été l'un des bénéficiaires les plus surprenants de ma transformation. À mesure que je suis devenue plus confiante pour exprimer mes propres besoins et intérêts, notre mariage a pris de nouvelles dimensions qui n'existaient plus depuis de nombreuses années. Nous parlons de livres, partageons des observations sur notre quartier, planifions de petites aventures ensemble comme des gens qui apprécient sincèrement la compagnie de l'autre. J'en avais assez d'être mariée à une martyre, a-t-il admis un soir alors que nous étions assis ensemble à lire dans notre salon nouvellement agencé. Je suis beaucoup plus intéressée par le fait d'être mariée à une femme qui connaît sa propre valeur et n'a pas peur de se défendre. Notre intimité physique s'est également améliorée, non pas parce que quelque chose de spectaculaire a changé, mais parce que je suis enfin présente dans ma propre vie, au lieu d'être constamment inquiète des crises familiales que je ne peux pas contrôler et que je ne devrais pas avoir à résoudre. Quand on cesse de se promener avec un nœud constant d'anxiété dans l'estomac, on a de l'énergie disponible pour le plaisir, la connexion et le simple bonheur d'être en vie.
Nous avons commencé à faire des week-ends ensemble, de courtes excursions dans des villes voisines ou des sites historiques que nous avions parlé de visiter depuis des années, mais que nous n'avions jamais réussi à prioriser. Ces aventures ressemblent au genre d'activité que nous aurions dû faire depuis le début, la progression naturelle d'un long mariage entre des personnes qui se trouvent encore intéressantes. Nous aurions dû faire ça il y a des années, a dit Henri lors d'un récent voyage dans la vallée de la Loire, où nous avons passé la journée à visiter des châteaux et des jardins historiques. Pourquoi avons-nous laissé les drames des enfants consumer autant de notre énergie pendant si longtemps? C'est une bonne question, et la réponse est compliquée. Nous nous sommes retrouvés piégés dans des schémas qui semblaient normaux parce qu'ils se sont développés progressivement, comme être lentement empoisonné par le monoxyde de carbone. Au moment où vous réalisez ce qui se passe, vous êtes déjà trop malade pour penser clairement. Nous avons accepté de la part de nos enfants adultes un traitement que nous n'aurions jamais toléré de la part d'étrangers parce que nous croyions que les relations familiales exigeaient une tolérance infinie et un sacrifice inconditionnel. Nous avons également confondu la complaisance avec l'amour, pensant que protéger Élise et Antoine des conséquences de leur choix était la même chose que prendre soin d'eux. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que leur permettre de nous utiliser nuisait en fait au développement de leur caractère et les empêchait d'acquérir les compétences de vie nécessaires pour construire des relations saines avec les autres. Antoine semble le comprendre maintenant, du moins dans une certaine mesure. Lors d'une visite récente, il s'est excusé non seulement pour son propre comportement, mais aussi pour ne pas être intervenu quand il a vu comment Élise me traitait. « J'aurais dû parler », a-t-il dit. « J'aurais dû lui dire qu'elle avait tort de prendre ton argent sans demander, tort d'ignorer tes sentiments, tort de te traiter comme si ta seule valeur était financière. J'ai été un lâche, et je suis désolée. » Ces excuses semblaient sincères, étayées par des changements de comportement durables, plutôt que par de simples mots destinés à aplanir les torts passés. Il a maintenu un contact régulier sans demander d'argent, a montré un intérêt sincère pour mes nouvelles activités et amitiés, et a commencé à m'inclure dans les projets de sa famille d'une manière qui démontre le respect de mon temps et de mes préférences. Les enfants veulent passer plus de temps avec mamie, m'a-t-il dit récemment, mais pas parce que nous avons besoin d'une baby-sitter ou d'une aide financière. C'est parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne te connaissent pas vraiment en tant que personne, juste comme quelqu'un qui envoyait des cadeaux et de l'argent. Ils sont curieux de ton art, de ton club de lecture, de tes voyages. Ce changement dans la façon dont les enfants d'Antoine me voient a été l'un des développements les plus encourageants de l'année écoulée. Au lieu de me considérer comme une source de cadeaux et de soutien financier, ils commencent à comprendre que je suis quelqu'un avec une vie intéressante et des expériences qui valent la peine d'être connues. Mon petit-fils Michel, qui a 8 ans, est devenu fasciné par ma peinture et demande souvent à m'aider quand il vient. Nous passons des heures ensemble à travailler sur des projets artistiques, à parler des couleurs, des formes et de la manière de capturer des sentiments sous forme visuelle. Ces conversations ont révélé un enfant intelligent et créatif que je connaissais à peine lorsque notre relation se limitait à des occasions formelles de remise de cadeaux. « Mamie, pourquoi as-tu arrêté de peindre si longtemps ?» a-t-il demandé lors d'une de nos séances d'art. « J'étais occupée à m'occuper des autres », lui ai-je répondu honnêtement. « Parfois, quand tu passes toute ton énergie à aider les autres, tu oublies de faire des choses qui te rendent heureuse. Mais tu es heureuse maintenant quand tu peins. » « Oui, je le suis. Très heureuse. Alors je pense que tu devrais continuer à peindre pour toujours. » La vérité sort de la bouche des enfants. La simple observation de Michel capture quelque chose de profond sur la relation entre le soin de soi et le bonheur, entre la poursuite de ses propres intérêts et la capacité de contribuer de manière significative à la vie des autres. Quand j'étais épuisée de donner constamment sans recevoir, j'avais peu de joie ou d'énergie authentique à partager avec qui que ce soit. Maintenant que je suis nourrie par des activités et des relations qui alimentent mon âme, j'ai beaucoup plus à offrir aux personnes qui me sont chères. Le contraste s'étend également à ma santé physique. Le stress chronique lié à la gestion de dynamiques familiales exploitantes avait eu un impact significatif sur mon corps. Je souffrais d'insomnie, de problèmes digestifs, de maux de tête et d'un sentiment général de fatigue que j'avais attribué au vieillissement, mais qui était en réalité causé par l'anxiété et l'épuisement émotionnel.
À mesure que j'ai appris à fixer des limites et à protéger mon bien-être émotionnel, ces symptômes physiques ont largement disparu. Je dors mieux, je mange avec plus d'appétit et de plaisir, et j'ai de l'énergie pour des activités physiques que j'avais abandonnées des années plus tôt. Le docteur Martinez, mon médecin, a été stupéfaite de l'amélioration de ma santé globale. Quels que soient les changements que vous avez faits dans votre vie, ils fonctionnent, m'a-t-elle dit lors de ma dernière consultation. Votre tension artérielle est meilleure, vos marqueurs de stress ont considérablement diminué, et vous semblez être une personne différente de la femme qui était assise dans ce cabinet il y a 1 an. Elle a raison. Je suis une personne différente, ou plutôt, je suis la même personne que j'ai toujours été sous les couches de complaisance et d'abnégation, enfin libre d'exprimer mon moi authentique sans peur de l'abandon ou du rejet. Cela ne signifie pas que le voyage a été facile, ou que je ne ressens pas parfois de la tristesse pour les relations qui ont été perdues dans le processus de me retrouver. Je pleure encore la fille qu'Élise aurait pu être si elle avait choisi l'amour plutôt que l'exploitation, les dîners de famille qui auraient pu être remplis de chaleur authentique, au lieu d'une obligation tendue, la relation de grand-mère qui aurait dû être construite sur l'affection mutuelle plutôt que sur des transactions financières. Mais j'ai appris à faire le deuil de ces pertes sans en prendre la responsabilité. Les choix d'Élise étaient des siens, faits en tant qu'adulte qui comprenait la différence entre le bien et le mal. Je ne peux pas contrôler ses décisions, mais je peux contrôler mes réponses à celles-ci. Je ne peux pas la forcer à m'aimer correctement, mais je peux refuser d'accepter un traitement inapproprié. La tristesse que je ressens à propos de notre relation rompue est réelle et valide, mais elle ne domine plus ma vie quotidienne, ni ne m'empêche de profiter des relations qui fonctionnent, des activités qui m'apportent de la joie, de l'avenir qui s'étend devant moi avec des possibilités plutôt que de l'effroi. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir intenté une action en justice contre Élise, si je pense qu'il y aurait pu avoir une autre façon de gérer la situation qui n'aurait pas abouti à une rupture aussi complète de notre relation. Ma réponse est simple. Je regrette que l'action en justice ait été nécessaire, mais je ne regrette pas de l'avoir intentée. J'ai essayé pendant des mois de régler l'abus financier par la conversation, en fixant des limites, en faisant appel au sens de l'équité et de la loyauté familiale d'Élise. Elle a répondu à chaque tentative de résolution par le mépris, la manipulation et l'escalade des comportements mêmes qui nuisaient à notre relation. L'affaire judiciaire était un dernier recours, mais c'était le seul outil qui pouvait protéger ma sécurité tout en indiquant clairement que certains comportements ont des conséquences, quelles que soient les relations familiales. La victoire juridique ne concernait pas vraiment l'argent, bien que récupérer ces fonds ait été important pour ma sécurité pratique. Il s'agissait d'établir que je suis une personne méritant le respect, que mes limites comptent, que les relations familiales ne peuvent pas être utilisées comme des boucliers pour protéger un comportement exploiteur de toute responsabilité. Le jugement de la juge Lambert a envoyé un message clair non seulement à Élise, mais à quiconque pourrait envisager de profiter de membres âgés de sa famille. L'abus financier est réel, il est illégal, et il sera poursuivi quelle que soit la relation entre la victime et l'agresseur. Mon cas a apparemment été cité dans plusieurs autres procédures d'abus sur personnes âgées, aidant d'autres familles à naviguer dans des situations similaires. Votre courage de parler a aidé d'autres personnes à trouver leur propre voie, m'a dit Maître Durand lors de notre dernière réunion pour clore les procédures judiciaires. Parfois, il suffit de la volonté d'une personne de dire « assez » pour donner la permission aux autres de se protéger également. Cette responsabilité, être un exemple pour d'autres qui pourraient être piégés dans des situations similaires, est devenue une partie de ma motivation pour partager plus largement mon histoire. J'ai pris la parole dans plusieurs groupes communautaires sur l'abus financier des personnes âgées, aidant d'autres seniors à reconnaître les signes avant-coureurs et à comprendre leurs options juridiques. Ces interventions m'ont mise en contact avec des dizaines d'autres familles confrontées à des dynamiques similaires, et j'ai été frappée de voir à quel point ces histoires sont courantes et à quel point les victimes se sentent généralement isolées. Beaucoup supposent que leur situation est unique, qu'ils doivent faire quelque chose de mal si leurs propres enfants les traitent mal, que parler les ferait paraître ingrats ou égoïstes. Je pensais que j'étais la seule,
est une phrase que j'entends à plusieurs reprises de la part des personnes qui assistent à ces présentations. Je pensais qu'il était normal que les enfants adultes aient accès à l'argent de leurs parents. Je pensais que j'étais trop sensible quand je me sentais utilisée. Ces conversations ont renforcé ma compréhension que mon expérience avec Élise n'était pas un cas isolé d'une personne difficile, mais plutôt un exemple d'un problème social plus large. Dans une culture qui traite souvent les personnes âgées comme des fardeaux plutôt que comme des ressources, qui considère parfois les parents vieillissants comme des obligations plutôt que comme des individus méritant le respect, l'exploitation financière par les enfants adultes est devenue inquiétante. Les solutions nécessitent à la fois un courage individuel et un changement social. Les personnes dans des situations comme la mienne doivent comprendre leurs droits, savoir où chercher de l'aide et disposer du soutien émotionnel nécessaire pour prendre des mesures de protection. Mais nous avons également besoin de changements culturels qui renforcent l'idée que les parents vieillissants méritent le respect, l'appréciation et les soins plutôt que l'exploitation. Chloé est devenue l'une de mes plus ferventes défenseurs dans ces efforts. Elle a écrit des dissertations scolaires sur la maltraitance des personnes âgées, a fait du bénévolat lors d'événements communautaires où je prends la parole, et défie fréquemment ses pairs lorsqu'ils font des commentaires dédaigneux sur leurs propres grands-parents ou parents âgés. Ça me met en colère quand j'entends des jeunes se plaindre de leurs grands-parents ou parler d'héritage comme si c'était quelque chose qu'ils méritaient, m'a-t-elle dit récemment. Ils ne comprennent pas la chance qu'ils ont d'avoir des grands-parents qui se soucient d'eux, qui veulent passer du temps avec eux. Sa perspective en tant que jeune personne qui valorise les relations intergénérationnelles me donne de l'espoir pour l'avenir. Si plus de jeunes comprenaient la sagesse et l'expérience que les adultes plus âgés apportent aux familles et aux communautés, s'ils voyaient les parents vieillissants comme des ressources pour obtenir des conseils et des liens plutôt que comme de simples sources d'argent ou des obligations gênantes, beaucoup des problèmes que j'ai rencontrés pourraient être évités. Mais le changement doit commencer par des individus qui font des choix différents, qui fixent de meilleures limites et qui refusent d'accepter un traitement qui diminue leur dignité. Il commence par des gens comme moi qui apprennent à dire non, à s'estimer à leur juste valeur et à exiger un respect réciproque dans leurs relations. Alors que je termine d'écrire cette histoire, je me prépare pour une autre aventure. Un voyage de 2 semaines en Italie avec Henri, quelque chose dont nous rêvons depuis des décennies, mais que nous n'avons jamais tout à fait réussi à prioriser ou à nous permettre lorsque nous soutenions constamment des enfants adultes qui prenaient notre générosité pour acquise. Ce voyage représente plus qu'un simple séjour. C'est une célébration de la Renaissance, d'un mariage renouvelé, de ressources protégées et utilisées pour la joie plutôt que pour l'exploitation. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer ses rêves, pour investir dans son propre bonheur, pour choisir des relations et des activités qui nourrissent l'âme au lieu d'épuiser l'énergie. Chloé gardera notre appartement, non pas parce que nous avons besoin de son aide, mais parce qu'elle a demandé l'opportunité de passer du temps dans notre appartement, de se sentir connectée à la vie que nous avons construite ensemble. Antoine prendra des nouvelles périodiquement, et ses enfants sont enthousiastes à l'idée des cartes postales que j'ai promis de leur envoyer de chaque ville que nous visiterons. Élise reste silencieuse, et son absence de nos projets de voyage ne m'attriste pas comme elle l'aurait fait il y a 1 an. J'ai appris à planifier ma vie autour des gens qui veulent être inclus, plutôt que d'espérer constamment la participation de personnes qui n'ont montré aucun intérêt sincère pour mon bonheur ou mon bien-être. L'avenir s'étend devant moi avec des possibilités au lieu d'anxiété. Il y aura d'autres livres à lire et à discuter, d'autres tableaux à créer, d'autres amitiés à entretenir, d'autres aventures à planifier. Il y aura des célébrations d'anniversaire auxquelles les gens assisteront parce qu'ils veulent être là, des réunions de famille construites sur le soin mutuel plutôt que sur l'obligation, des conversations qui nourrissent l'âme au lieu de l'épuiser. Plus important encore, il y aura des jours où je me réveillerai en sachant que je compte, que mes besoins comptent, que mon bonheur vaut la peine d'être protégé. Il y aura des matins où je verserai mon café et regarderai la ville que j'aime sans le nœud d'anxiété qui me serrait l'estomac comme une pierre, me demandant quelle crise ou quelle demande arriverait avant la fin de la journée. Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui a oublié comment vous aimez en retour? Avez-vous déjà tant donné que vous vous êtes perdu dans le don pour découvrir que votre générosité était prise pour acquise ou exploitée?
Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, entre être nécessaire et être apprécié, entre être une famille et être libre? Si tout cela vous semble familier, si vous avez vécu cette histoire ou vu quelqu'un que vous aimez disparaître dans les sables mouvants d'une dévotion non réciproque, veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte. Votre douleur mérite d'être reconnue. Votre guérison mérite d'être célébrée. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a touché quelque chose dans votre cœur ou vous a rappelé que vous n'êtes pas seul dans ces luttes. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans des endroits inattendus, sur la découverte qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, sur l'apprentissage que le véritable amour respecte les limites au lieu de les ignorer. Ensemble, nous continuons d'ouvrir nos cœurs, non pas pour être exploités ou abusés, mais pour être vus, appréciés et aimés comme nous le méritons. Ensemble, nous nous souvenons que la famille est censée être un sanctuaire, pas une source de souffrance, et que les liens du sang ne justifient pas un traitement cruel ou un abus financier. Ensemble, nous apprenons que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de permettre aux gens de mal vous traiter. Parfois, l'acte le plus courageux est de s'éloigner des relations qui vous diminuent au lieu de célébrer qui vous êtes. Parfois, le mot le plus important que vous puissiez apprendre à dire, le mot qui peut vous sauver la vie et restaurer votre dignité, est simple, puissant et révolutionnaire. Non. Je m'appelle Marie Dubois, et voici l'histoire de comment j'ai appris que je valais la peine de me battre, que je méritais le respect, que je pouvais choisir la dignité plutôt que le désespoir, l'amour de soi plutôt que l'abnégation, et être toujours une bonne personne, une bonne mère, une femme digne d'un amour sincère au lieu d'une affection achetée. Merci d'avoir écouté. Merci de vous être soucié. Merci de me rappeler que des histoires comme la mienne comptent, que la guérison est possible et qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi, en soi.